Moi, à chaque fois qu'on me demande de parler de négociation, j'amène mon joint. Ouais. Mais pas le joint que vous pensez, j'amène ce qu'on appelle un joint torique. Vous savez, ça s'utilise en plomberie. Ça sert à maintenir l'étanchéité. Et pour moi, quand je pense négociation, quand je pense situation difficile, où il faut trouver des solutions avec des gens qui ne sont pas toujours collaboratifs, je pense toujours à ce joint. Et j'espère que d'ici la fin de la présentation, vous penserez aussi à un joint quand vous parlerez négociation. Donc je le pose là. Voilà, alors j'ai envie de te parler de toi, pas de moi, de toi. Et j'ai envie de te parler de toi et de ton potentiel. Et en particulier ton potentiel quand tu te retrouves dans des situations où ça gratte un petit peu. Des situations où ça te résiste. Quand les gens, les choses te résistent. Tes partenaires, tes collaborateurs, tes clients, tes prospects. On a parfois l'impression de se retrouver face à des gens qui ne comprennent pas nos problématiques, voire qui nous mettent les bâtons dans les roues. Ça vous arrive ? Oui. Bien, donc si vous avez un business et si vous voulez le réussir, il convient a priori d'être habile quand ça coince. En général, les réactions que tu as, je parierais qu'elles sont automatiques. Il y en a qui poussent une gueulante tout de suite, il y en a qui s'enfuient en se disant « je veux pas de problème, mais c'est un problème, mais c'est pas un problème ». Il y en a qui se plaignent, il y en a qui font du chantage, qui menacent, etc. Bref, on a quasiment tous des réflexes automatiques quand on se retrouve face à des situations relationnelles qui coincent. Pourquoi ? Parce qu'on est programmé comme ça. Le problème, c'est que quand on est un entrepreneur, si on laisse nos programmes, nos réactions automatiques, prendre le contrôle de qui on est, eh bien on les laisse prendre le contrôle de notre projet. Et ça, c'est danger. Et mon métier, c'est d'accompagner les gens dans ces zones de danger quand ils se retrouvent en bisbille avec quelqu'un et que ça commence à tourner au conflit. J'aimerais partager avec vous une interrogation, parce que nous savons tous que les insatisfactions, les imprévus, les difficultés, ça fait partie de la vie, on est d'accord ? C'est inévitable. Et alors moi, il y a un truc qui m'étonne, mais qui m'étonne chez les humains, c'est qu'on sait tous que quand on vient au monde, il y en aura. On sait tous que quand on entreprend, il y en aura peut-être encore plus. Mais, pourtant, quand ça arrive, eh bien, on les considère comme anormales. Ah, zut ! On dit même, j'ai un problème. Et le problème avec les problèmes, c'est que quand on réagit face à un problème, on est en résistance. On n'a que deux stratégies possibles. Soit c'est un trop gros problème, j'ai la trouille, j'évite. Soit je râle, je blâme, je critique, etc., je rentre dedans. Tout ça, ça ne marche pas terrible. Par contre, le truc qu'on ne fait jamais, c'est que nous ne nous préparons pas à ces situations galères qui, pourtant, on le sait, vont arriver. Une personne qui est entraînée, qui est préparée, eh bien, elle est bien plus avantagée. Eh oui, d'abord, elle n'est pas surprise, elle sait que ça va arriver. Et donc, elle a un fil rouge, elle a une méthode puisqu'elle est préparée, donc elle est beaucoup plus à l'aise. Elle peut même être vachement proactive, c'est-à-dire elle n'attend pas. Elle sait ce qu'elle fait. Quand on bosse avec une équipe, être cash, être clean, être propre, mais être respectueux, c'est important. Et être respectueux en étant cash, on ne sait pas bien faire avec les réactions automatiques. Il va donc être plus performant et donc plus impactant aussi dans son business et avec les gens avec qui il travaille. Quelqu'un qui est préparé, il va créer des alliances super costauds. Oui ? Et donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est prépare-toi. Prépare-toi à faire face aux inévitables galères auxquelles tu vas faire face. Et ça fait partie du mindset des entrepreneurs. Vous allez voir là, c'est pas exactement là où on l'imagine qu'il faut se préparer. Parce que le combat, il est plus intérieur qu'extérieur. Alors, pour bien négocier, pour moi, il faut être libre. Et il faut être libre de ces fameux comportements automatiques. Il faut être libre de tous nos vieux réflexes. Il faut pouvoir les mettre de côté. Couper le programme et choisir plutôt que réagir. On n'est pas des robots. On a là et là quelque chose qui peut faire une vraie différence dans la façon dont on construit un business. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Ça vous dit ? Vous êtes chaud ? Ouais, super, voilà, génial, merci. Alors, vous me donnez un petit moment pour un exemple ? Ok. Une petite salle de réunion, 7h du matin, alors je vais peut-être passer dans l'ombre, là tant pis, 7h du matin, il est très tôt, c'est aux États-Unis. Et là-dedans, il y a des managers et des ingénieurs qui sont en réunion téléphonique, qui sont en conférence téléphonique avec leur principal client. Et leur principal client, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est la NASA. C'était le 28 janvier 86. La NASA s'apprête à lancer la fusée Challenger. Et donc, le matin, avant le lancement, elle fait le tour de tous ses fournisseurs qui ont construit la fusée pour avoir le go ou no go. On y va ou on n'y va pas ? C'est bon pour vous ? Là, l'équipe d'ingénieurs, elle dit no go. On n'y va pas ce matin. On ne recommande pas le lancement. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que sur Cap Canaveral, cette nuit-là,
il a fait moins 16, moins 17, un truc comme ça. Donc tout le pas de décollage est gelé. Et ils savent que dans les parties qu'ils ont mis dans la fusée Challenger, il y a un joint. Alors, avec un diamètre beaucoup plus gros que ça, puisque c'est les joints qui sont dans les deux fusées latérales qui contiennent de l'hydrogène. Il y a un joint torique qui est censé assurer l'étanchéité. Sauf que ce joint, ils savent très bien que ce matériau qu'ils ont là, il n'a pas une bonne résilience thermique, c'est-à-dire, en gros, que quand on passe de très froid à très chaud, le machin, il risque de créer un jour une fuite, une perte d'étanchéité. Et avec de l'hydrogène, perdre l'étanchéité, c'est assez dangereux. Donc ils disent, écoutez, non, je suis désolé, on ne recommande pas lancement, les conditions météo ne sont pas bonnes. Et là, le régulateur de la NASA pète un câble. Réaction automatique. Vous vous rendez pas compte, la pression commerciale, on a les satellites à lancer, le monde entier nous regarde, la réputation de la NASA, les Russes, machin. Vous êtes des nuls. On va changer de fournisseur. Ils le mettent sur stand-by et ils disent, donnez-nous 2 minutes. Et là, ils ont une conversation tout aussi automatique entre les ingénieurs et les managers. On fait du commercial, on satisfait notre client, on répond à sa demande ou on prend en compte le risque qui est minime, mais qui existe. Et ils prennent une décision commerciale, manager oblige, quand ils sont mal formés, et ils disent au client, c'est bon chef, on recommande le lancement. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Il avait fait très froid ici à Cap Canaveral pendant la nuit. Au petit matin, le pas de tir était en partie gelé. 2 heures de retard pour le lancement. Allumage du moteur principal, allumage des 2 fusées, les boosters qui sont de part et d'autre de l'énorme réservoir, c'est le décollage, superbe. À terre, ils sont admiratifs. Très rapidement, la navette atteint les 3 à 4 km par seconde. Bientôt, les caméras du sol vont quitter la navette. La prise de vue va être relayée par avion. La navette est totalement pulvérisée. Une partie du public vient de comprendre. Cet bonhomme, cet astronaute grillé pour rien. Pour de l'humain qui n'est pas préparé pour des réactions automatiques. Ça coûte cher de ne pas se poser des questions sur nos automatismes. Et si vous saviez le nombre de business dans lequel il y a du dégât, parfois humain, parfois matériel, parfois financier, juste à cause de ces putains de comportements automatiques dont tout le monde se fout en disant « c'est moi, je suis comme ça, de toute façon les autres, il faut qu'ils fassent avec ». Ok ? Le nombre de managers à qui je tire les oreilles pour ça, « ouais, les gens, ils me connaissent, je suis pas si méchant que ça, ils m'apprécient. » Ouais, t'es plein de cadavres autour de toi, tu changes de personnel toutes les années, mais tout le monde t'aime bien. Super. Donc, en gros, pour bien négocier, il faut être libre, les gars. Et les filles aussi, d'ailleurs. Libre de ses propres réflexes. Ouais ? Message passé ? Ok. Alors moi, je vais vous inviter à prendre une posture de héros. Je sais qu'il y a des gens ici qui apprécient particulièrement les héros, les Marvel et tout ça. Mais attention, quand je parle de héros, je ne parle pas tout à fait des héros comme on les voit dans les BD, dans les films, etc. Parce que ces héros-là, quand il y a un méchant qui fait un truc pas bien, ils ont une façon un peu punchy de régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, quand on fait un punch, on dit « ouais, j'ai été héroïque, j'ai dit ces 4 vérités, etc. » Des fois, j'ai des doutes. Alors, je ne recommande pas ce genre de méthode, parce qu'il y a une façon d'être encore plus héroïque que ça. Ou plutôt, on peut être héroïque comme ça, mais c'est le plan B. Parfois, il faut. Mais si je n'ai pas de plan A, et que c'est tout ce que je sais faire, ben, je risque de passer beaucoup de temps à monter un business qui marche. Et je risque de casser beaucoup de gens, beaucoup de cœurs, beaucoup d'humains, pour rien. Parce que nous sommes des robots qui reproduisons des comportements automatiques. Oui ? Donc je ne recommande pas ces méthodes de punchy, je ne recommande pas non plus d'autres méthodes appliquées par certains, ce n'est pas plus efficace non plus. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est 2 des 4 compétences sur lesquelles je travaille avec les équipes et avec les gens que j'accompagne en entreprise. Ok, ça vous dit ? 2 compétences, ce sont 2 compétences que j'appelle effectivement des compétences de guerrier ou d'Amazone, mais de guerrier intérieur, parce que oui, il y a une guerre. Quand ça galère, c'est la guerre, mais c'est d'abord la guerre avec la connerie qui m'habite et qu'on m'a transmis. Vous me suivez ? C'est d'abord la guerre à cette ancienne société basée sur la compétition, sur j'ai plus raison que toi,
Essayons d'abord de trouver une autre voie. Si ça ne marche pas, on pourra se taper dessus. Mais commençons pas par ça, nom d'une pipe. Ok ? Donc, le guerrier intérieur, c'est une posture particulière. C'est quelqu'un qui, avec l'âme de sa conscience, va voir venir ses automatismes et il les tranche. Ça, je laisse de côté. Je suis en train de me dire que l'autre en face est un gros con. Il y en a eu dans la salle tout à l'heure. Mais je laisse ça de côté. Oui. Et j'avance quand même. J'essaie de construire, pas de détruire. Donc, c'est une posture d'équilibre où on va être en équilibre avec les éléments, avec ce qui se passe dehors, plutôt que de se laisser piloter comme un robot parce qu'il nous a été programmé. J'aimerais vous montrer que votre pouvoir, il est à l'intérieur. Ouais ? Allons-y. Alors, attention, ça va s'accélérer parce que il y a beaucoup que je souhaite partager. 2 compétences sur 4, c'est déjà beaucoup. On y va. Première compétence. Ignore tes interprétations. Dans toute situation galère, quand il se passe quelque chose que tu n'attends pas, ça ne va pas comme tu veux, tout de suite, ton cerveau va interpréter. Il va prendre ces informations et il va se raconter une histoire sur ce qui est en train de se passer. Il va calculer tout ça dans sa petite mécanique et ça va donner un jugement sur l'autre. Il n'est pas compétent, il n'a pas fait ce qu'il faut, il n'est pas motivé, il a essayé de m'avoir, il est de mauvaise foi, etc., etc. Ça va devenir quelque chose qui est extrêmement dangereux, vachement volatile. Parce que notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les faits, c'est-à-dire dans les relations, ce qu'on perçoit, les comportements de l'autre, le mail qu'il m'a envoyé, le mot qu'il a utilisé, la personne à qui il a dit ça. On prend les faits, mais notre cerveau, il ne s'intéresse pas aux faits. Il s'intéresse aux films, aux interprétations hollywoodiennes que nous mettons sur les faits. Aux gros méchants qui sont là dehors. Parce que bien sûr, on nous a raconté qu'il y avait des gros méchants. Donc si je dois être un héros, il me faut du méchant. Hein. Sans ça, où est-ce que je vais être un héros ? Non, le héros, il est dedans. Okay ? Donc les faits se transforment en interprétation, je me raconte des choses. Prenez un exemple. Okay ? Je bosse avec quelqu'un, on est sur un projet, on est 3, on se met d'accord sur le fait qu'on va chacun faire une partie du boulot et qu'on se réunit dans 6 mois. 6 mois après, on se réunit, il y en a un qui arrive « Oh, c'est la 2e fois, mais j'ai pas eu le temps de le faire. » Vous voyez ? Ça, c'est les faits. Mais dans votre tête, vous vous dites quoi sur la personne qui est en face ? C'est un charlot. Non, mais il ne réalise pas, il veut nous tuer. Il veut tuer le business ou quoi ? Et donc, quand on est en train de se raconter ces histoires, je vous le dis, on n'est plus dans la réalité. On est dans l'illusion de ce qu'on est en train de se raconter sur l'autre, mais on est persuadé que c'est ça la réalité. Et ça nous fait faire des bêtises, parce qu'à partir du moment où je dis que l'autre, il n'en a rien à faire de mon business, ça crée chez moi une réaction émotionnelle qui, généralement, n'est pas très agréable, qui n'est qu'une réaction interne à mon interprétation de ce qui se passe. Ce n'est pas l'autre qui me met en colère. C'est moi qui me mets en colère avec ce que je me raconte des actes de l'autre. C'est toujours là que ça commence. Et donc ça, forcément, ça va prendre le contrôle de mon comportement et ça va générer une réaction externe qui est complètement pilotée par mon émotionnel. Là, je ne suis plus rationnel, j'agis à partir des films que je me fais. Donc quand notre cerveau il perçoit quelque chose qu'il analyse comme étant un danger, il faut savoir, là je vais très très vite, et c'est l'ancien chercheur en biologie moléculaire qui vous parle, là je sais de quoi je cause, je pourrais aller beaucoup plus en détail là-dessus. Quand notre cerveau perçoit un danger parce qu'il a interprété qu'il y avait quelqu'un qui était dangereux pour mon business, là, les parties anciennes, très physiques et émotionnelles de notre cerveau prennent le dessus, réaction de peur ou réaction de colère, fuite ou attaque. À cet instant-là, qu'est-ce qu'on observe si on met des capteurs sur vous ? Le cœur passe en chaos cardiaque, votre fréquence cardiaque fait n'importe quoi, et cette fréquence cardiaque qui fait n'importe quoi, ça envoie un signal à l'hypothalamus qui dit « shut down là-haut, plus besoin de réfléchir, il faut juste agir ». Là, communiquer, être empathique, analyser la situation, prendre une décision intelligente, utiliser mon langage pour poser les choses de manière acceptable pour qu'on puisse négocier, c'est mort. Là, tout ce qui me reste, c'est soit je m'écrase parce qu'il me fait trop peur, soit je lui rentre dedans. Et en plus, je pense que j'ai raison de le faire, parce que mon interprétation, c'est la vérité, on le sait tous. Donc si j'ai un conseil à vous donner, premier conseil, c'est laisser toujours en négociation vos interprétations de côté en première approche. Quand vous démarrez avec le problème, que vous abordez le problème avec la personne, tes interprétations, c'est toujours un danger parce que 100% du temps, tout le temps, elles seront perçues comme une attaque par l'autre. Si tu lui dis « Non, mais t'en as rien à faire du business ou quoi ? Ou tu cherches à nous couler, qu'est-ce que tu fais ? Oui, non, mais t'es pas compétent, là. » Dès que vous lancez ce genre de scud, vous mettez le cerveau de l'autre en résistance, il se passe exactement ce qu'on a vu, il n'a plus de cerveau de négociation, d'analyse, et il passe en mode défense et il va se justifier. Et là, vous avez gagné, vous avez une baston. Ouais, il est temps que nous sortions de ces programmes. Une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est parce que l'humain mérite beaucoup plus que ça. Il est temps de changer de paradigme. Notre culture entière est basée sur ces combats, avec 80% de combats inutiles. Il y en a des vrais combats, mais il faut les choisir, il faut les reconnaître.
pas se faire des films. Donc, la compétence de ignorer ses interprétations, comment on la joue? Premier truc, toujours me demander qu'est-ce que je suis en train de me raconter là maintenant sur l'autre et sur ses intentions. Parce que ce n'est jamais qu'un truc que je me dis. C'est peut-être pas la vérité. Et même si c'est la vérité, c'est pas utile de lui dire parce que c'est pas comme ça que je vais négocier. Je peux aussi me dire des trucs négatifs sur moi et mes capacités. Donc le truc, j'identifie ce que je suis en train de me raconter et là je stoppe. Je mets mon discours intérieur de côté et je me pose une seule question importante, c'est quoi les faits que je constate qui me posent problème? Et c'est de ça que je parle avec l'autre. Écoute, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve en réunion, que tu ne nous préviens pas que le boulot n'est pas fait. Et ça, je comprends, tu as des contraintes, mais ça ne va plus pouvoir arriver. Moi, je ne peux plus bosser comme ça. Ensuite, je vais très vite, deuxième compétence, écoute l'autre d'abord. Dans notre culture, quand il y a une insatisfaction, c'est un problème, donc on se met en lutte. Quand je me mets en lutte, eh bien, je vais chercher à avoir raison. Et ça, c'est l'autoroute nationale que nous utilisons tous. Dans notre monde, quand ça ne va pas, j'essaie de convaincre l'autre. Quand j'essaie de convaincre l'autre, ou alors j'y arrive pas, j'ai peur de lui, je fuis. D'accord? Quand j'essaie de convaincre l'autre, j'essaie de gagner. Mais si je gagne, lui, il fait quoi? Il perd. Donc j'arrive à avoir raison, j'ai l'impression d'avoir gagné ma négo, mais j'ai créé un perdant qui va avoir moins envie de bosser avec moi à l'avenir. Et puis, il y a un risque. Si c'est toi qui gagne, moi qui perds, je ne serai pas dans une meilleure forme non plus. Donc vous voyez que quand on utilise cette route nationale que notre société nous fait utiliser par défaut, on perd à tous les coups parce que j'abîme la relation, je perds la confiance. Mes collaborateurs vont s'éloigner et vont avoir peur d'être critiqués, d'avoir tort encore la prochaine fois. Donc je ne vois pas venir les problèmes parce qu'ils ne me les disent pas. Donc il y a une autre voie qui est mieux, c'est celle des créateurs de possibles. Et c'est ce que je vous invite à devenir dans vos business. Des créateurs de possibles, changer le monde à chaque problème à la fois, chaque personne à la fois. Là, c'est une rencontre. Il y a un truc qui se passe, je ne suis pas content, je vais aller rencontrer ce qui se passe. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je dois dire à l'autre et pourquoi ça s'est produit? Donc ici, je suis un chercheur de solutions. Je cherche à gagner en faisant en sorte que tu gagnes. Et ça ne veut pas dire je coupe la poire en deux. OK? Je veux comprendre quels sont tes intérêts, tes besoins, tes contraintes. Je te partage les miennes et on essaie de trouver un truc qui marche pour les deux. Ça ne veut pas dire je m'écrase, j'espère des plumes. Et là, une autre négo rentre en jeu. Et si on ne peut pas se mettre d'accord sur du gagnant-gagnant maintenant, on peut peut-être faire un échange dans le temps. Si tu conçois de faire tel effort, alors je te rends l'appareil de telle autre façon. Et là, c'est la seule façon de nourrir la relation. OK? Voilà. Donc, pour moi, clairement, si vous voulez mieux négocier quand il y a des situations difficiles, passez toujours d'abord en 1 sur le chemin de la rencontre. D'accord? En ignorant vos interprétations et en cherchant d'abord à trouver une solution à un truc qui de toute manière devait se passer d'une façon ou d'une autre. Et on va essayer de comprendre, voilà, je vais t'expliquer moi pourquoi ça coince, mais je vais aussi comprendre ce qui se passe pour toi. Et après on voit. Et si ça ne marche pas, vous pouvez toujours prendre le gourdin et retourner à la bonne vieille méthode, mais il est temps qu'on sorte de Cro-Magnon quand même. OK? Quand c'est nécessaire. On se bastonne uniquement quand c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie.